Que se passe-t-il près du détroit d'Ormuz avec le blocus imposé par Donald Trump? Jusqu'à présent, que savons-nous de ce blocus et quelle a été son efficacité? Eh bien, je veux dire, c'est difficile à dire, car nous recevons des rapports contradictoires du commandement central des États-Unis et de l'administration Trump, qui présentent ce blocus comme étant extraordinairement efficace. Et il y a des médias régionaux très pro-américains et anti-iraniens qui reprennent ce discours, laissant entendre que le trafic circule librement dans le détroit d'Ormuz et que les Iraniens n'ont plus le contrôle du détroit. Ensuite, on compare cela aux informations en provenance d'Iran, qui affirment qu'ils contrôlent pleinement le détroit, qu'ils perçoivent leurs droits de passage et que seuls les navires s'en acquittant peuvent transiter. Selon eux, il n'y a pratiquement eu aucune interruption du transport maritime iranien ni du trafic en provenance des ports iraniens. Donc, vous savez, nous avons des récits contradictoires. Je dirais que je soutiens le récit iranien parce qu'il semble plus ancré dans la réalité. L'idée, tout d'abord, il n'y a pas de navire américain dans le détroit d'Ormuz, donc les États-Unis n'y ont pas de présence physique. Comment peuvent-ils dicter ce qui s'y passe? Ils ne contrôlent pas cela. L'implication, c'est qu'en établissant une sorte de ligne de surveillance plus loin dans le golfe d'Oman et dans l'océan Indien, ils interceptent effectivement le trafic illicite à cet endroit. Mais le fait est que les États-Unis peuvent opérer près des côtes iraniennes et ne le font pas. Leurs navires opèrent à distance, ce qui crée une immense zone tampon pour le passage des navires se trouvant sous la protection des défenses antimissiles iraniennes et en dehors du champ de contrôle de la marine américaine. Donc, logiquement, le récit avancé par le commandement central et la Maison-Blanche ne correspond pas à la réalité. Alors, vous savez, il est impossible de se prononcer. J'ai toujours dit que ce blocus n'était que du pur théâtre politique. Ouais. Nous sommes de retour. Tu m'entends, Scott? Je t'entends. Oui, il y a juste eu une petite coupure d'Internet. Tu es de retour, je l'ai toujours dit. Oui, cela a été conçu pour créer la perception de la puissance et de la supériorité américaine, afin que Trump puisse négocier plus efficacement, ce qui est d'ailleurs toujours en cours. Je veux dire, les gens doivent comprendre qu'il n'y a jamais eu, vous savez, de rupture totale. Vance est rentré chez lui, et la haute direction iranienne aussi. Mais à Islamabad, des équipes techniques sont restées et continuent de travailler. Et il est maintenant question d'un retour d'une représentation de haut niveau à Islamabad dès jeudi. Donald Trump parle de 2 journées très spectaculaires à venir. Je pense simplement que ce blocus a toujours été un acte de théâtre politique, destiné à permettre à Donald Trump d'approuver un plan de paix, en présentant aux Américains l'idée que ce plan de paix n'a été rendu possible que grâce au blocus américain. C'est mon opinion. Il a eu un appel téléphonique avec Xi Jinping. Il a dit qu'il était content parce que je vais ouvrir le détroit d'Ormuz. C'est incroyable, car le détroit d'Ormuz était déjà ouvert pour la Chine. Il n'avait aucun problème. Pas de problème. Les Chinois ont essentiellement dit aux États-Unis d'aller se faire voir et de ne pas toucher aux affaires chinoises. Mais si Trump veut s'en attribuer le mérite, eh bien écoutez, la Chine s'en moque. Je ne pense pas que l'Iran se soucie des fanfaronnades de Trump et de tout ça. Si Trump veut mentir au peuple américain et que le peuple américain veut croire ce mensonge, c'est notre problème politique interne. En ce qui concerne les Iraniens, la réalité est la réalité. Et au bout du compte, il faudra, je suppose, que l'Iran fasse certains compromis politiques.
Et je pense que les Iraniens sont assez mûrs pour comprendre que Trump se trouve dans une position politique très difficile en ce moment. Il s'est impliqué dans une guerre dans laquelle, rétrospectivement, je pense qu'il aurait préféré ne jamais s'engager. Vous savez, je souris non pas parce que, vous savez, d'un autre côté, cette guerre a coûté des milliers de vies, la plupart étant des vies iraniennes innocentes. Et les dégâts infligés à l'Iran sont bien réels. Ce sourire n'a pas pour but de minimiser ces pertes horribles. Ce sourire est plutôt une sorte de réaction physiologique face à toute cette stupidité. Je veux dire, c'est vraiment de la folie. Et ce président, c'est, vous savez, enfermé dans un coin, et il veut en sortir. Et il existe une voie de sortie. Mais il doit s'assurer que cette voie puisse être présentée au public américain comme une victoire de Donald Trump. Et c'est difficile à faire quand il n'y a eu aucune victoire quelle qu'elle soit. Je veux dire, les États-Unis n'ont atteint aucun de leurs objectifs. L'Iran est sorti de ce conflit tragique plus fort que jamais. Je veux dire, vous savez, on ne cesse de parler de la marine iranienne détruite. Et pourtant, il faut reconnaître qu'ils disposent toujours de leurs vedettes rapides, capables de poser des mines, ainsi que de sous-marins pouvant opérer efficacement. Vous savez, nous avons coulé des navires de surface qui, de toute façon, n'auraient jamais pu défier les États-Unis. Nous avons donc mené une campagne navale qui n'a eu aucun impact réel sur la réalité, selon laquelle la marine iranienne ne se limitait pas à quelques navires de surface. Aujourd'hui, elle dispose de capacités en missiles balistiques et en drones qui lui permettent de contrôler le détroit d'Ormuz et de projeter sa puissance au large des côtes iraniennes pour tenir la marine américaine à distance. Alors, quelle marine a vraiment remporté ce conflit? Voyez-vous Donald Trump reconnaître ses erreurs? Parce qu'il avait une sorte d'agenda, une certaine compréhension, ou l'on pourrait dire qu'il avait certains objectifs dans cette opération, qui, à mon avis, ont conduit à ce piège au Moyen-Orient. Le reconnaît-il? La connexion Internet a été interrompue. Pourriez-vous répéter la première partie de cette question? Ma question est la suivante. En raison d'une sorte de fausse hypothèse de la part de Donald Trump, il est entré dans cette guerre au Moyen-Orient. Reconnaît-il ces fausses hypothèses? Reconnaît-il son rôle dans ce qui lui est arrivé? Donald Trump n'est pas un homme qui semble capable de beaucoup d'introspection. C'est quelqu'un qui souffre d'une sorte de trouble de la personnalité narcissique maligne. Il est psychotique en ce sens. Il a un ego de la taille de la Lune et il croit qu'il ne peut rien faire de mal. Ce n'est donc pas une question de Donald Trump réfléchissant aux erreurs qu'il a commises. Ce qu'il a essayé de faire, c'est de rejeter ses erreurs sur les épaules des autres. Et il y aura des têtes qui tomberont à cause de cela. Vous savez, il sera intéressant de voir comment il gère la situation avec Israël, car cette guerre a été vendue à Donald Trump par Benjamin Netanyahou et le chef du Mossad israélien. Et presque unanimement, les conseillers de Trump, militaires comme civils, ont mis en garde contre le fait d'accepter les évaluations israéliennes pour argent comptant. Et aujourd'hui, à peu près tout ce que les Israéliens avaient avancé s'est révélé faux. Ils disaient pouvoir provoquer un changement de régime, ils ne l'ont pas fait. Ils disaient pouvoir neutraliser les capacités de lancement de missiles balistiques, ils n'y sont pas parvenus. En somme, ils n'ont rien accompli. Et je pense que Donald Trump en est conscient. Son idée, c'est qu'il a adhéré à la théorie de Pete Hegseth, selon laquelle un bombardement massif équivaut automatiquement à une victoire, parce que l'ennemi est intimidé. Et Donald Trump semble très frustré et déconcerté par le fait que les Iraniens ne reconnaissent pas l'ampleur de leur défaite. Comme s'il se disait « N'est-ce pas évident que vous avez été vaincu ?» Mais Donald Trump ne comprend pas la guerre à ce stade.
car faire exploser des bâtiments vides ou des bâtiments où se trouvent des civils ne constitue pas une victoire. Et vous savez, la réalité, c'est que nous n'avons pas détruit grand-chose en Iran. C'est simplement un constat, et certains faits le prouvent. Par exemple, l'armée de l'air iranienne commence à sortir de ses installations souterraines. Nous avons détruit un tas d'avions hors d'usage, mais les modèles les plus récents d'hélicoptères russes, les Mi-28, volent au-dessus de Téhéran. Les F-4 volent. Les F-14 volent. Je n'ai pas encore entendu parler des MiG ou des Su-35, mais je suis sûr qu'ils sont quelque part. Oui, nous n'avons rien accompli. L'Iran produit des missiles. Il produit des missiles. Ce n'est pas seulement qu'ils en conservent, ils en fabriquent en ce moment même. Nous n'avons donc pas affecté leurs installations de production de missiles. Ce que nous avons fait, c'est faire exploser de nombreuses installations qui avaient déjà été évacuées. Nous avons détruit beaucoup de bâtiments vides et nous avons tué de nombreux civils à cause de dommages collatéraux ou simplement à cause d'un ciblage désastreux de la part de l'armée américaine. Le département de la Défense, ou plutôt le département de la guerre, a reçu pour consigne de rechercher une létalité maximale avec une légalité minimale. C'est un crime de guerre, un pur et simple crime de guerre. Je ne pense pas que Trump soit capable d'un tel examen de conscience à ce stade. Et je ne pense pas non plus que l'establishment américain en soit capable. Et lorsqu'ils finiront par réfléchir, il ne s'agira pas d'identifier les problèmes et de trouver des solutions. Il s'agira de déterminer à qui revient la faute, sur quelle tête faire retomber la responsabilité et qui pourra en tirer profit. Scott, avant que cette guerre ne commence, tu te souviens que toi et moi parlions des objectifs de la guerre, de ce qu'il ferait réellement. D'après ce que nous avions compris, sur la base de ce qui s'était passé pendant la guerre de 12 jours, Israël disposait de beaucoup de renseignements. S'ils n'en avaient pas, eh bien, ils ont certainement agi comme s'ils en avaient. Ils semblaient en savoir beaucoup. Mais, en regardant ce qui s'est passé jusqu'à présent dans cette deuxième phase de la guerre, penses-tu qu'ils se vantaient peut-être auprès de Donald Trump? Parce qu'on dirait qu'ils ne savaient pas vraiment où se trouvaient les sites de production de missiles ou de drones. Ils frappent simplement des civils. Oui, je pense que tout d'abord, le renseignement n'est pas statique. D'accord? J'en fais depuis longtemps. Si je fais de la collecte, j'élabore un plan de gestion de la collecte. On me confie un problème. Le fonctionnement normal du renseignement, c'est que la direction identifie un problème. Elle cherche des solutions. Donc une question est posée. Par exemple, l'Iran peut-il produire des missiles d'une certaine portée? Comment l'Iran prévoit-il de sécuriser la production de missiles? Où se trouve la direction iranienne? Ces questions sont posées, et ensuite, mon travail en tant qu'officier du renseignement consiste à prendre cette question et à la décomposer en éléments spécifiques. Comment puis-je déterminer quelles sont les sous-questions? Et ensuite, pendant que je fais cela, je dois établir une évaluation et me dire, d'accord, quels sont les éléments essentiels d'information pour y répondre? Et comment vais-je recueillir ces informations? Si j'ai une question, quels moyens et quelles ressources vais-je utiliser? Je vais donc élaborer un plan de gestion de la collecte qui attribue des ressources humaines, techniques, d'imagerie, tout cela au problème, puis je commence à recueillir des informations. Au fur et à mesure que je collecte des informations, je peux affiner mes évaluations et poser de nouvelles questions. Mais si le travail est bien fait, on devrait parvenir à une réponse. Et vous savez, ensuite, on fait un compte-rendu à son supérieur. À ce moment-là, le supérieur posera des questions de suivi.
Mais comprends bien que ce n'est pas parce que tu as réussi du premier coup que tout est gagné. Je l'ai déjà fait. Je suis entré et j'ai tout réussi. Boum, j'ai fait le briefing du général 4 étoiles. Voilà, c'est ça, mon vieux. Mais ensuite, il faut rester concentré. Tu ne peux pas te permettre de te féliciter et de te reposer sur tes lauriers parce que les choses évoluent. Pendant que je collecte, par exemple, l'ennemi, la cible, s'il est intelligent, il change sa manière d'agir, tout naturellement. Il écoute ce qui se dit. Malheureusement, en Occident, si tu mets les politiciens à l'aise sur un sujet, ils ont tendance à en parler. Et ils n'en parlent pas directement. Ils en parlent de manière détournée. Mais les forces hostiles écoutent et elles se disent « Ils tiennent quelque chose, changeons ce que nous faisons ». Et si je ne fais pas mon travail, garder le filet déployé, surveiller les évolutions, alors je dois revenir et dire « Hé, patron, ce que je vous ai dit la semaine dernière, je ne pense plus qu'on puisse être aussi sûr, parce qu'il semble que les Iraniens aient fait ceci, cela et autre chose. Ils pourraient se diriger dans cette direction. » Boum, boum, boum. Mais voyez-vous, une fois que j'ai... Eh bien, le problème avec la communauté du renseignement, c'est qu'ils ne sont pas comme moi. Je m'en fiche complètement. Je vous dirai quels sont les faits. Et j'ai déjà été viré. Le général Schwarzkopf m'a renvoyé en plein milieu de la guerre du Golfe parce que je lui ai dit une vérité qui dérangeait. Je ne vais pas manipuler les données pour faire plaisir au patron. Je vais lui dire les choses telles qu'elles sont. Et si cela le rend mécontent, c'est son problème, pas le mien. Sauf que j'ai été viré. Ils m'ont réembauché parce qu'ils savaient que j'avais raison. Mais ça n'a pas d'importance. Malheureusement, il y a aujourd'hui des gens qui voient les choses autrement. Vous savez, s'ils ne rendent pas leur patron heureux, ils ne sont pas promus. S'ils ne sont pas promus, leur carrière est finie. Alors, une fois qu'ils ont donné au patron un compte-rendu positif, ils veulent continuer à le satisfaire. Ils continuent à lui répéter le même mensonge ou à manipuler les données pour renforcer l'évaluation qui avait rendu le patron heureux. Et ce qui se passe, c'est que l'écart entre la fiction qu'ils vendent et la réalité ne cesse de grandir. L'écart devient énorme, et c'est là que nous en sommes aujourd'hui. Je pense qu'après juin, les Israéliens avaient acquis une bonne compréhension des Iraniens. Je veux dire, ils avaient mis en place des plans de collecte. Mais ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont reposés sur leurs lauriers. Les Iraniens, en revanche, ont dû tout changer. Je veux dire, que faites-vous quand vous découvrez que le Mossad a construit des usines de drones sur votre propre sol et qu'elles y sont depuis longtemps? Vous ne vous contentez pas de fermer l'usine de drones. Vous devez vous asseoir et vous demander « Comment diable cela a-t-il pu arriver ?» C'est un dysfonctionnement systémique au sein de notre système. Nous devons tout changer. Mais le Mossad est là à dire « Nous avions des usines de drones et nous faisions des trucs sympas avec les drones. Et tout le monde se félicite de leur excellence. » Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que les Iraniens changent complètement la donne. Ils redéfinissent simplement la manière dont les choses fonctionnent. Et si vous n'êtes pas là à faire avancer tout ça, les Iraniens ont démantelé tout un tas de réseaux. Et vous savez, les Israéliens ont dit « Eh bien, nous avons un réseau de secours. » Oui, mais le réseau de secours ne faisait pas ce que faisait ce réseau-là. Le fait est, je pense que les Israéliens sont devenus trop arrogants, trop sûrs d'eux, et les Iraniens ont fait ce qu'il fallait. Enfin, vous savez, l'histoire le montrera, s'ils en parlent un jour. Nous en apprendrons davantage à ce sujet. Mais les Iraniens ont rebattu les cartes, pour ainsi dire, ce qui signifie que les Israéliens se sont retrouvés avec une évaluation imparfaite. L'évaluation que Trump a reçue de Netanyahou et du chef du Mossad le 11 février pouvait encore être valable en juin, juillet, peut-être en août, mais elle a commencé à devenir obsolète en septembre, octobre, novembre.
Ensuite, ils sont redevenus arrogants à cause des manifestations et se sont concentrés là-dessus. Ils n'ont pas compris que les Iraniens maîtrisaient parfaitement la situation. Le président a été informé sur la base de mauvais renseignements. De mauvaises évaluations découlent de mauvais renseignements et d'une compréhension incomplète. Et je pense que c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Nous n'avons aucune idée de ce que fait l'Iran. Je veux dire, une personne intelligente devrait être capable de reconstituer ce qui s'est passé et d'en tirer les conclusions appropriées. Le problème, c'est que quand on fait ça, on se retrouve souvent avec une évaluation tellement éloignée de celle qui avait été présentée au patron au départ, qu'il devient politiquement difficile d'aller le voir et de dire « tout le monde s'est trompé ». Parce que comment fait-on ça? Je veux dire, si vous êtes un jeune analyste compétent, ce n'est pas de la science spatiale. C'est facile. L'ingénierie inverse, c'est la chose la plus simple au monde. Mais maintenant, vous devez aller voir votre patron et lui dire « vous aviez tort ». Et le patron est là, déjà en train de dépenser le bonus de l'année dernière qu'il a obtenu parce qu'il était censé être si bon en pensant à sa prochaine promotion et aux vacances qui vont avec. Et maintenant, le gamin qui travaille pour lui arrive et dit « vous aviez tort ». Et tu dois aller dire à ton patron qu'il avait tort. Personne n'a envie de faire ça. Alors ils disent « Bon Ritter, voyons un peu ce que tu as là. Hey Anderson. » Ils font venir Anderson, un bon lèche-botte docile. Regarde ça. Anderson revient. Scott exagère là-dessus. Et il commence à étouffer les évaluations. Ensuite, peut-être qu'un petit bout passe, juste assez pour qu'il puisse rejeter la faute sur quelqu'un ou détourner l'attention vers un autre. Mais on n'obtient jamais la réévaluation complète qui devrait avoir lieu. Voilà ce qui se passe quand le renseignement est politisé. Et la communauté du renseignement américaine est politisée à 100%. Nous ne savons plus dire la vérité. Nous n'avons plus de gens prêts à tout risquer pour défendre des évaluations de renseignement solides. Scott, comment les attaques iraniennes contre les bases américaines dans la région ont-elles influencé les États-Unis et leur collecte de renseignements? Parce que nous savons qu'au début de la guerre, Donald Trump a déclaré avoir été surpris par l'attaque iranienne contre les pays du CCG. Mais une partie de cette attaque visait les radars et une autre partie ciblait les bureaux de la CIA et du Mossad dans la région. Comment s'attique les features du concept de collecte d'informations? Eh bien, je veux dire, cela complique les choses. Vous avez des ressources partout. Je pense que la dimension du renseignement humain a été gravement perturbée, mais c'était inévitable, car le renseignement humain en temps de paix fonctionne selon des règles complètement différentes de celles du renseignement humain en temps de guerre. Donc je pense qu'en ciblant les capacités du Mossad et de la CIA, cela n'a pas eu un impact si important, car nous étions déjà passés à la collecte en temps de guerre, qui est différente, plus technique par nature. Et, espérons-le, du point de vue iranien, ils en ont tenu compte. Mais le truc avec la guerre, c'est que, écoutez, l'Iran doit agir. Je ne veux pas trop m'éloigner du sujet, mais en temps de guerre, on fait des choses prévisibles. Et parce qu'elles sont prévisibles, par exemple, moi, en tant que professionnel militaire, je peux faire certaines choses qui poussent l'Iran à réagir. On appelle ça secouer l'arbre. Ensuite, je concentre mes capacités sur les fruits qui tombent de l'arbre. Et comme c'est la guerre, l'Iran n'a pas beaucoup de temps pour jouer les malins. Ils vont agir. Donc, si vous vous concentrez sur les bonnes choses, si vous connaissez les capacités de votre ennemi, si vous savez comment il communique, je peux être très efficace dans ma collecte de renseignements. Maintenant, je dois rester vigilant, car les choses changent chaque jour.
Mais le fait est que, si nous faisions vraiment un travail solide de collecte de renseignements, nous devrions en savoir beaucoup sur la manière dont l'Iran fonctionne. Le problème, c'est que nos dirigeants politiques ne veulent pas savoir comment l'Iran fonctionne. Ils ont adhéré à une fiction et ils doivent la maintenir. Personne n'a le courage d'aller voir le président et de lui dire « Tout ce qu'on vous a dit était un mensonge. Tout ce que vous avez fait repose sur un mensonge et vous devez y remédier, Monsieur le Président. » Il n'y a pas une seule personne dans la communauté du renseignement ou des décideurs américains qui ait le courage de dire cela au président en face. Il serait renvoyé sur le champ. Ils ne seront pas autorisés à entrer à la Maison-Blanche. Donc nous n'avons plus de personnes qui font du renseignement efficace, parce que ce renseignement est politiquement impossible à faire remonter dans la hiérarchie. Des gens comme moi qui feraient ce travail sont licenciés, relevés de leurs fonctions ou réaffectés. Je compte des balles de ping-pong en Alaska au lieu de faire ce que je suis censé faire. Parce qu'avec ces évaluations, on ne peut pas imposer un blocus à l'Iran quand un bon renseignement indique que ça ne marchera jamais. Personne ne veut entendre que ça ne marchera jamais. Ce qu'ils veulent entendre, c'est « Oh, c'est une bonne idée ». Et ils vendent la fiction. Tout ce qui concerne la manière dont cette guerre a été menée repose sur des mensonges fondamentaux, des contre-vérités et des erreurs de calcul. Fait délibérément pour dissimuler le fait que l'évaluation initiale donnée au président était bidon, était un mensonge. Personne ne veut la vérité en ce moment. Personne ne veut la vérité. Et par conséquent, regarde, les Iraniens sont arrivés à cette réunion d'Islamabad prêts à en découdre, avec des faits à l'appui. J'aurais adoré m'asseoir avec les Iraniens et examiner ces faits en tant que responsable politique, être là et prendre leurs arguments, parce que tu sais, je suis convaincu que je pourrais obtenir, écoute, toi et moi avons déjà parlé de cette question, de l'uranium enrichi à 60%, et tout ça. J'aurais amené les Iraniens à admettre que c'est une mauvaise idée, qu'ils n'ont pas besoin de ce matériau et qu'ils vont s'en débarrasser. C'est une discussion très, très facile à avoir. Je pense qu'ils ont dit ça. Ils ne vont pas... Oui, ils l'ont déjà reconnu. Et ils le reconnaîtraient encore. Mais tu sais, nous devons arriver avec l'enrichissement. C'est acceptable. Tu peux enrichir jusqu'à 3,5%. Mais à cause du problème des 60%, nous devons supprimer de façon permanente ta capacité à revenir à 60%. Cela ne peut pas être autorisé. Cela ne sera pas autorisé. Nous devons surveiller cela et tout ce qui s'y rapporte. En échange, toutes les sanctions sont levées. Toutes les sanctions sont levées. Et c'est une sorte de négociation très technique. Ce n'est pas une question de... Mais pour faire cela, il faut arrêter la stupidité. De notre côté, quand on laisse Steve Witkoff et Jared Kushner prendre les devants, ils ne comprennent pas quand Araki arrive et dit « Nous avons 490 livres de ce matériau » ou des kilogrammes de ce matériau. Eux, ils réagissent. Ils nous menacent avec 10 armes nucléaires. Non. Ce qu'ils vous disaient, c'est que l'Iran n'a pas procédé à un enrichissement supplémentaire. L'Iran n'a pas fait cela. Tout est là. C'est là, prêt à être remis. C'est ce qu'ils disaient aux États-Unis. Mais nos imbéciles sont assis là à dire « Non, non, vous nous menacez avec des armes nucléaires. » L'Iran ne menace personne avec des armes nucléaires. L'Iran dit « Nous avons cette capacité. » Et voilà ce que c'est. C'est la réalité des choses. Mais nous ne sommes pas prêts à avoir cette discussion technique. Je ne pense pas que nous ayons des personnes capables d'avoir cette discussion technique, car il faut leur donner un pouvoir politique. Et pour l'instant, personne à Washington, D.C. ne veut donner du pouvoir à la vérité. C'est la même chose avec le détroit d'Ormuz. C'est un problème facile à résoudre, un problème très simple à résoudre.
Et c'est un cas où je crois que les Iraniens, si l'on agissait avec responsabilité politique, accepteraient une période de 10 ans de tarifs ou de péages afin que ce ne soit pas permanent, que cela ne menace pas le droit international de la mer et tout ce qui s'y rattache, mais que l'on reconnaisse le besoin fondamental de garantie de sécurité. Le maintien du contrôle iranien sur le détroit d'Ormuz constitue une garantie de sécurité qu'il faut reconnaître comme légitime, étant donné que les États-Unis et Israël ont mené une guerre d'agression illégale et une attaque surprise. On ne peut pas s'attendre à ce que l'Iran renonce à son levier d'influence. Et le fait que les États arabes du Golfe aient soutenu directement ou indirectement cette attaque signifie qu'eux aussi doivent en payer le prix. Mais on peut présenter cela autrement. Disons qu'il existe un mécanisme qui pourrait entrer en jeu, axé sur la reconstruction, ou quelque chose de ce genre. Il y a moyen de le formuler de façon à ce que l'Iran obtienne ce dont il a besoin sur le plan politique, sans que cela soit perçu comme une défaite américaine, n'est-ce pas? Ce qui est important, politiquement important. Je sais que tous les non-américains, là dehors, se disent « tant pis, cela ne nous concerne pas ». Mais tu sais quoi? Alors, tu n'obtiendras jamais de solution au problème, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'humilier les États-Unis. Il s'agit de trouver une bonne voie de sortie qui mette fin à la guerre, afin que le peuple iranien puisse vivre sans sanctions économiques, sans contraintes internationales. Ils pourront enfin avoir l'économie qu'ils méritent et attirer les investissements nécessaires. Tout cela serait bénéfique pour le peuple iranien si cela pouvait se réaliser. Trump doit pouvoir le faire politiquement. Et pour l'instant, je ne pense pas que les États-Unis soient capables de donner du pouvoir aux bonnes personnes à ce stade. Mais nous verrons, car il semble que Trump soit... Il y a des techniciens qui sont au courant de tout ce dont toi et moi parlons en ce moment. Et je suis sûr qu'ils ont présenté des documents de travail qui sont parvenus jusqu'au président. C'est pourquoi il semble optimiste quant à une grande avancée prévue pour jeudi. Nous verrons bien, car c'est Donald Trump et on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais je pense que Trump veut sortir de cette guerre. Il reconnaît que des erreurs ont été commises, mais maintenant c'est devenu une question politique. Vous savez, s'il n'y avait pas de politique en jeu, cette guerre serait terminée aujourd'hui. Mais comme la politique s'en mêle, et qu'elle est influencée par les élections de mi-mandat à venir, qui concernent entièrement l'héritage politique de Trump, tout doit désormais passer par un filtre politique. Et cela complique énormément les choses.